Mais attention, nouvelle règle, j'y ai rajouté des petits clous. Nous sommes découverts, David. Rejoins la conspiration du Palmacho. Comment s'appellent les petites fenêtres qu'il y a dans les châteaux? Yes, c'est le week-end! Je ne me souviens pas de la première fois que je suis tombé sur le Palmacho. Si je me rappelle avec exactitude le moment où mon frère m'a montré les vidéos de Norman et Cyprien sur leurs sites respectifs, je n'ai pas de souvenir similaire pour le Palmacho. Je me dis que j'ai dû croiser un de leurs sketchs au détour d'un moment de zapping à la télé sur Direct 8. Depuis, ils n'ont jamais vraiment quitté mon quotidien, et j'ai toujours suivi régulièrement leur contenu. Et quand je les découvre, aux alentours de 2011, cela fait pourtant bientôt 10 ans qu'ils forment un duo et font des sketchs. Effectivement, le Palmacho s'est créé en 2002, et le nom vient d'un groupe de musique qu'ils avaient ensemble, qui s'appelait Palmarès et de Show, car ils faisaient d'abord de la scène. Et oui, le Palmacho est aussi vieux que moi. Enfin, le groupe évidemment, genre pas eux individuellement. Je suis quand même pas aussi vieux que ça. Enfin, relativement. Ils se produisent donc dans un premier temps sur scène, avec 2 spectacles malheureusement encore introuvables aujourd'hui, puis en 2008, ils créent Blackbuster Productions et font même un programme pour Combini. Pour le coup, j'ai réussi à retrouver, en fouillant bien, un trailer du programme. Et c'est marrant car on voit vraiment les bases de ce qui sera ensuite l'humour du Palmacho, avec les parodies télé, ou même certains acteurs qui seront ensuite récurrents. Ils vont après essayer de rejoindre la télé, en proposant une émission à Canal+, qui sera refusée, et c'est finalement en 2010 que la folle histoire du Palmacho commence à être diffusé sur Direct 8. L'année suivante, ils créent Very Bad Blague qui va vraiment les faire exploser. Le concept est extrêmement simple, il consiste à reprendre des scènes du quotidien et à imaginer les pires scénarios possibles. Chaque épisode suit alors un dispositif étonnamment régulé. Un plan fixe de caméra parfaitement représentatif d'un décor, avec un plan serré à mi-hauteur le plus souvent sur les personnages, pour pouvoir faire rentrer au moins 3 ou 4 personnages différents dans le plan, mais pouvoir quand même distinguer les expressions faciales. S'enchaînent ensuite des scènes de sketch, en moyenne entre 15 et 20 sur ceux sur lesquels je me suis penché. Certaines techniques sont privilégiées, avec des séquences qui sont parfois découpées en plusieurs petites scènes et vont revenir tout au long de l'épisode et servir presque de trame à ce dernier. C'est un immense succès, quasiment devenu culte, et je pense que les codes du format et le fait que le Palmacho les ait quasiment respectés à la règle a beaucoup aidé. Puis ils vont se mettre à faire des primes, d'abord pour D8, puis le groupe TF1, avec même un premier film intitulé La folle histoire de Max et Léon, qui sera globalement une réussite. Puis un second, qui est sorti récemment, Les Vedettes. Et là, on voit tout de suite quelque chose de très marquant, je trouve. Le Palmacho a souvent été vu comme une figure d'internet. Preuve, ils ont participé au Zapping Amazing, spectacle réunissant les grandes stars du web à l'époque. En interview, ils expliquent également que pendant longtemps, leur objectif premier était d'être la vidéo star sur Dailymotion. En gros, chaque jour, Dailymotion mettait en avant une vidéo sur la homepage de la plateforme, un peu comme ce que fait YouTube avec les tendances, mais là c'était avec juste une seule vidéo qui était donc la vidéo star, la vidéo qui buzzait. Pourtant, ils ont parfaitement réussi à se plier à la fois à la télévision et même au cinéma. Ce qui est assez rare pour mériter d'être souligné. Encore une fois, j'en avais parlé en vidéo, mais beaucoup de créateurs de contenu ont du mal à faire la transition. D'ailleurs, à ce sujet, je suis extrêmement curieux de voir ce que va proposer Cyprien avec son film. Mais alors, comment expliquer cela? Je leur ai posé la question et la réponse m'a d'abord étonné et déçu, mais m'a surtout éclairé sur leur approche. Ils m'ont simplement répondu qu'ils ne pensaient pas leur format pour telle ou telle plateforme. Même si pour le cinéma, le scénario a des prérequis plus importants évidemment. Et c'est marrant, car aujourd'hui, ça paraît impensable. J'en parlais il y a 2 semaines, les YouTube et les YouTubeurs se sont extrêmement codifiés. En tout cas les plus populaires. Maintenant, il y a des manières de faire des titres avec des mots-clés spécifiques, des miniatures, des durées de vidéos plus propices à la mise en avant. Ça m'avait fait rire car quand ils sont revenus pour faire leur promotion du film sur YouTube, ils ont mis leur nom dans le titre, ce qui se fait plus depuis très longtemps, et ils avaient même pas mis de miniature. Ils ont gardé un format de vidéo très court qui était à la mode au début de la plateforme, où les gens pensaient que c'était impossible de rester devant une vidéo plus de 5 minutes, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout la norme. Leurs sketchs font plus d'1 minute, ce qui les empêche d'obtenir l'habilitation pour être des shorts, mais ne sont pas assez longs pour bénéficier de la double monétisation, accessible à 8 minutes, et de la forte exposition qui s'accompagne d'un watch time élevé. Dans un sens, j'ai l'impression que le Palmacho est un peu l'enfant illégitime d'Internet. Certes, le duo s'est fait connaître sur Internet et cumule des millions de vues. Mais ils n'en adoptent aucun code et ne font pas partie de cette génération qui a grandi avec YouTube et s'est mis à faire du contenu avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en veux pour preuve leur absence totale des réseaux sociaux. Et j'en profite pour faire remarquer que de plus en plus de YouTubeurs et streamers
rejettent le terme d'influenceur, car il aurait selon eux une connotation négative. Mais pour moi, à partir du moment où on est rémunéré par l'influence qu'on a sur les gens à travers des placements de produits ou des dons, on est influenceur. Le Palmacho, au contraire, sont des créateurs de contenu, dans le sens où leur personnalité n'est pas mise en avant et transformée en rémunération. En réalité, le duo n'est pas né sur Internet. D'ailleurs, comme je l'ai précisé, ils faisaient déjà de la scène avant. YouTube et Dailymotion n'ont été qu'un outil pour mieux faire connaître leur travail, mais n'ont jamais constitué un objectif. Ils ne célèbrent pas leur nombre d'abonnés et ne répondent à aucune injonction des créateurs de contenu. Ça me fait penser à Max Boublil, dont les vidéos cartonnaient sur YouTube, mais qui s'est vraiment développé sur scène et au cinéma. Même si le Palmacho continue d'entretenir un lien plus important avec Internet, notamment en réservant la diffusion d'une grande partie des sketchs, y compris ceux à la télévision. Et quand je dis que le groupe n'applique pas les codes de YouTube et l'enfant illégitime d'Internet, c'est absolument pas un reproche. Au contraire, il faut une assise extrêmement importante pour être capable de se passer de ces codes. Ce qui a permis selon moi au Palmacho de s'affranchir des codes de chaque support, ou en tout cas de ne pas avoir à s'y plier complètement, c'est parce qu'ils répondent à d'autres codes bien plus anciens et bien plus ancrés dans l'inconscient collectif. En effet, leur sketch et leur humour, et ils le reconnaissent, est au croisement de diverses inspirations dont ils ne se cachent pas. Tout d'abord, du côté de la France, avec les Inconnus, évidemment, qui se moquaient notamment de la télévision et de ses jeux avec le sketch culte Télémagouille. Même les clips qui parodient les genres musicaux à la mode. Mais à cela, ils ajoutent un humour parfois plus absurde, plutôt tiré des Nuls ou encore du duo d'Eric et Ramzy. Enfin, leur humour est aussi inspiré par ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique. Le personnage de Stéphane dans Les Vedettes semble clairement inspiré de Dwight Schrute dans The Office pour moi, même s'il ne semble que lui reconnaître l'inspiration capillaire. Mais même l'univers du film autour de losers dans un magasin d'électroménager m'a beaucoup rappelé la comédie culte avec Steve Carell, 40 ans toujours puceau, dont il s'était d'ailleurs déjà inspiré pour leur sketch quand on fait sa première fois. Encore aujourd'hui, leur sketch le plus vu sur YouTube. Bon, après, pas sûr qu'il le soit vraiment pour les bonnes raisons. Ces références imprègnent donc l'humour du Palmacho. Il suffit de voir même le parallèle entre La folle histoire de Max et Léon et La grande vadrouille. Le duo va alors en faire une force immense. En effet, au bout de 10 ans de succès, le Palmacho a réussi à créer un univers avec ses personnages ou même ses répliques cultes. On retrouve même un petit ninja qui se glisse dans leur dernier film, ou encore le retour d'acteurs récurrents de leur sketch à l'image de Julien Pestel. Cet univers pourrait rebuter les nouveaux venus et rendre difficile l'appréhension de leur humour. Mais leurs bases sont tellement connues et acceptées de l'imaginaire collectif que cela rend leur contenu, au contraire, extrêmement accessible. Le genre de la parodie ou du détournement de la vie quotidienne en s'appuyant sur des ressorts comiques bien connus permet à n'importe quel novice ne connaissant rien du Palmacho d'entrer dans leur univers. Je pense aussi qu'une des clés du Palmacho réside dans leur duo. Effectivement, le duo de comédie est un dispositif très populaire dans le genre et qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises. Il faut savoir qu'il s'agit d'un héritage qui date de plus d'un siècle. À l'époque, il était nécessaire au spectacle humoristique d'avoir une seconde personne pour épauler le comique, notamment pour répéter les blagues et être certain que tout le monde est parfaitement entendu. Derrière, ce ressort a explosé dans les années 30 avec le duo légendaire de Laurel et Hardy, mais pas que. Si la tendance s'est atténuée par la suite, elle n'a pas vraiment disparu. Il s'est même remédié avec l'apparition des buddy movies, films de cinéma centrés sur l'amitié entre deux personnages. On peut penser à Dumb and Dumber, mais le parallèle avec le Palmacho paraît encore plus évident pour Wayne's World, qui parle également d'un duo de potes qui perce grâce à leur émission faite dans leur garage. Mais ce qui est vraiment intéressant dans l'acte double, c'est qu'il va amener un sens de théâtralité important. Effectivement, le duo est autosuffisant pour créer des situations en les expliquant par le biais des dialogues et de la mise en scène. Ce n'est pas le cas d'un humoriste solo, qui se doit d'avoir une interaction plus ou moins directe avec son audience. D'où le développement des podcasts, avec un mode d'énonciation où le youtubeur s'adresse directement aux viewers. Dialogue entre les deux suffit à faire comprendre le contexte et permet d'offrir encore plus aux spectateurs cette impression extérieure et quasiment voyeuriste de leur sketch. On a l'impression d'assister à une scène de quotidien, puisque le quatrième mur est respecté et comme je l'ai dit plus tôt, la caméra est fixe dans un décor familier. D'ailleurs, en parlant de ressort comique, j'ai voulu me pencher sur les mécaniques de l'humour du Palmacho. Je voulais quand même souligner quelque chose qui m'a sauté aux yeux, notamment durant mon visionnage des vedettes. Le Palmacho crée souvent des personnages dont ils se moquent et leur dernier film n'échappe pas à la règle avec deux beaufs tout droit venus de leur 7-8 natal. Mais la force de ce qu'ils font, selon moi, réside dans la sincérité de leurs personnages. En effet, le film se moque et punit sévèrement le cynisme dont fait preuve la télévision en tournant en dérision ses personnages excentriques. C'est intéressant car j'ai l'impression qu'on est entouré de cynisme et de sarcasme. Que ce soit sur internet ou encore plus à la télévision, on regarde avec ironie pour se moquer.
C'est le phénomène qu'on retrouve par exemple avec la télé-réalité, où des producteurs cyniques vont mettre en scène des candidats parfois sincères, parfois cyniques, pour faire réagir à un public qui se défendra en disant « regardez ça au second degré ». Sauf que personne ne regarde ça au premier degré. C'est le principe même de l'émission d'être regardé ironiquement. Je trouve alors important de bousculer un peu ce qui pourrait apparaître comme une tendance visant à ridiculiser ceux qui se prennent au sérieux. Mais surtout, ce que je n'ai pas dit vis-à-vis du détachement des codes de la part du Palma Show, c'est que cela leur permet d'être quasiment intemporels. Les Very Bad Blagues n'ont pour la plupart pas mal vieilli. Et c'est aussi ce qui fait leur succès, c'est qu'ils peuvent être revisionnés à des intervalles réguliers. Dans 20 ans, je suis sûr que je pourrai les montrer à mes enfants. Enfin, pour ça, encore faudrait-il que j'en ai. Leurs sketchs ne sont donc pas forcément rattachés à une époque, ils n'ont pas l'air de subir la marque du temps. Ça sera possiblement le cas sur le long terme, mais certains contenus du début des années 2010 ont déjà très mal vieilli, ou alors s'inscrivent pleinement dans le moment où ils ont été créés. Et pour cela, je pense intéressant aussi de mettre en avant l'importance de Jonathan Barré. Leur réalisateur, homme de l'ombre, malgré ses petits caméos dans les différents sketchs ou les films, a permis d'instaurer un cadre audio et à sublimer leur humour par une mise en scène qui réussit à trouver l'équilibre entre de jolis plans efficaces et sans rentrer dans le tape à l'œil qui risquerait de prendre le pas sur l'élément central, la comédie. David et Grégoire ont aussi servi de modèle à toute une génération de créateurs de contenu qui ont pu s'inspirer de leurs sketchs, leur humour et même leur parcours de réussite pour tracer leur propre chemin. Et puisque c'est l'heure des confidences, je me dois d'avouer que cette chaîne n'existerait pas sans le Palma Show. Alors, oui, vous vous dites sûrement que j'en fais des tonnes et qu'ils m'ont juste un peu inspiré. Mais non, les premières vidéos publiées sur cette chaîne étaient des parodies de Very Bad Blagues, réalisées au collège avec des potes. C'était vraiment pas bien du tout, donc je vous épargne de trop longs extraits, mais ça montre bien que l'influence qu'ils ont eue sur internet s'étend même au-delà des youtubeurs qui ont plus ou moins repris leur format et font des sketchs aujourd'hui. Alors oui, le Palma Show ne soulève peut-être pas les foules, et ne font peut-être pas parler d'eux chaque semaine, notamment à cause de leur volonté d'être en retrait de la vie publique la plupart du temps. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne sont pas considérés comme des piliers de la comédie en France, ou même de la création de contenu sur internet. Mais je suis quasiment sûr que le souvenir qu'ils laisseront à ma génération, et à ceux un peu plus vieux, n'en sera pas moins bon, et qu'à terme, ils rentreront dans le panthéon et la catégorie des faiseurs de comédie culte français, à côté des nuls et des inconnus, s'ils n'en font pas déjà partie.